sur la représentation de force à l'Assemblée nationale. C'est la tricherie. Puisque si vous dites que la CENI doit être le reflet des forces à l'Assemblée nationale, qui elles-mêmes sont les résultats de la tricherie de 2011, vous êtes en train de légaliser, légitimer la tricherie. Et vous êtes en train donc de dire, puisque ceux qui ont gagné, entre guillemets, par la tricherie, et même s'ils avaient gagné, prenons l'hypothèse, ils auraient gagné réellement. Donc vous dites, puisque vous avez gagné, nous vous donnons une CENI qui va vous garantir encore de gagner les autres étapes à venir. Non, à ce moment-là, on n'est plus en démocratie. Donc nous disons pour l'opposition, la CENI doit être assise sur une base égalitaire. Ça signifie quoi? On doit réintroduire la société civile avec l'opposition et la majorité, et nous trois composantes avec le même niveau de représentation. La CENI ne doit pas être l'affaire d'un individu qui décide et qui impose sa volonté à tout le monde. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle CENI doit avoir 3 instances. La plénière, qui donne des grandes orientations, l'exécutif composé des bureaux, qui exécute ce qui est décidé, et puis un organe de contrôle pour savoir que les gens sont en train réellement de gérer cette commission conformément à la volonté de la plénière. Nous avons un autre enjeu, c'est au niveau des droits de l'homme. Vous connaissez bien le dossier Tchébéa. Le président Kabila avait promis, il avait dit que ce procès allait avoir lieu avant la francophonie. Ce procès finalement avait été rejeté après la francophonie. Et aujourd'hui finalement, ce qui avait été exigé par le peuple congolais, par la communauté internationale, vous le savez très bien, tous les témoins qui devaient être entendus et reçus devant la cour comme prévenus, on a dit non. La majorité a levé son option de défier et le peuple congolais et la communauté internationale. Nous avons le dossier de l'instauration de la Cour constitutionnelle. Nous disons la Cour constitutionnelle, puisque nous devons faire en sorte que la justice soit équitable. La Cour suprême actuelle ayant prouvé ses limites, nous devons faire en sorte que cette Cour constitutionnelle puisse être la Cour de tous les Congolais, grands et petits, femmes et hommes, que ça ne soit pas une cour de puissants contre les faibles, une cour de ceux qui sont au pouvoir contre ceux qui sont de l'opposition. Nous disons, nous avons un problème de la gouvernance dans notre pays. On ne peut pas accepter que les pays continuent à sombrer dans les antivaleurs, telles que la corruption, le clientélisme politique, le détournement des deniers publics, l'impunité au sommet de l'État. Nous disons, ça, c'est notre combat et nous devons prouver que le Congo peut être géré comme une véritable république. Donc on peut amener un nouveau leadership responsable à la tête de notre pays. Mais vous le savez, je ne peux pas ne pas vous parler d'un problème qui a surgi après les élections. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez très bien, chers camarades, que quand votre président national s'était opposé énergiquement le 18 janvier 2009 à l'entrée des troupes rwandaises, en disant que c'était inacceptable, c'était une violation flagrante de la Constitution, et qu'à mes yeux c'était incompréhensible et improductif, et qu'on n'allait même pas arriver à la paix. Amener les troupes rwandaises sur le territoire congolais avec les FARDC, c'est augmenter les souffrances sur le plan sécuritaire de nos populations à l'Est par 2. J'ai démissionné parce que nous avons une divergence fondamentale sur cette question avec le président de la République. Je n'ai pas voulu instaurer au sommet de l'État la crise comme en 1960 entre Kasavubu et Lumumba. Parce que cette crise-là nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je crois que le temps de rupture est arrivé. Je me suis effacé et j'ai décidé de faire l'opposition et de faire entendre une autre voix. Aujourd'hui, ce qui étaient les alliés hier de l'AMP, puisque le CNDP était entré réellement dans l'AMP, ce qui étaient les alliés du pouvoir hier, aujourd'hui, c'est le pouvoir qui nous informe que le Rwanda a agressé le Congo. Nous disons non, ce n'est pas l'agression. Vous aviez invité le Rwanda au Congo et moi j'avais dénoncé ça. Et que j'avais dit pourquoi à l'entrée, vous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas des moyens de la biométrie. Dire voilà, les soldats rwandais qui sont entrés, voici les photos. Et au moment de la sortie, nous dire voilà, autant sont morts au front, autant viennent de sortir. Ce bilan et cette comptabilité n'a jamais été faite. C'est le ministre rwandais de la Défense qui commence à nous révéler. Non, nous avons encore des troupes chez nous, voici. Et Mende et le ministre de la Défense ont une divergence coupable sur les chiffres.
L'un a parlé de 50 éléments, l'autre a parlé de 200 éléments. Et donc, nous sommes devant un pouvoir réellement débandade. Et donc, les tares de l'époque ont rattrapé le pouvoir actuel. Maintenant, que faire? Nous disons, nous ne devons pas nous réjouir du sang de nos compatriotes qui coulent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous nous avons dit, en tant que combattants pour la paix, nous devons à tout moment faire travailler la tête, encadrer notre population, faire la pression sur le gouvernement, faire la pression sur la communauté internationale pour que la paix revienne dans l'Est du Congo. C'est pourquoi nous avons proposé un plan de sortie de crise en démontrant d'abord les erreurs qui ont été commises par les uns et les autres. La communauté internationale, les gouvernements successifs de la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda qui pensaient qu'il n'y avait que l'option militaire pour résoudre le problème à l'Est du Congo ou de l'insécurité, comme ils le prétendent. Nous avons démontré l'erreur aussi de l'opposition politique, toute la classe politique congolaise et de la société civile. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que le bon Dieu nous ait donné un pays comme le Congo et que nous passions notre temps à nous chamailler entre nous au lieu de dire au peuple congolais, voici la voie à suivre. Et avant de dire un mot sur notre vision, je voudrais vous dire que pour nous, notre plan de sortie de crise parle de l'option politique, le volet diplomatique, le volet économique, puisque la guerre a cessé d'être une guerre sécuritaire, c'est devenu une guerre de contrôle des matières premières à l'est de la République démocratique du Congo. Donc tant qu'on n'aura pas la traçabilité des minéraux à l'est du Congo, il y aura davantage de femmes violées, il y aura davantage de morts et des enfants sans scolarité. Tant qu'il n'y aura pas cette traçabilité, le Congo va perdre beaucoup d'argent et nous serons l'objet des convoitises et des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous disons qu'il faut le volet humanitaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le volet politique, diplomatique et militaire. Non, ça c'est vraiment réduire la dimension de la recherche de la solution à cette guerre. Mais que fait-on maintenant de 2,22 millions déplacés de guerre? Qu'est-ce qu'on fait de 8 millions de morts de Congolais? Qu'est-ce qu'on fait des 120 000 enfants qui n'ont pas pu faire les rentrées scolaires cette année dans le Nord Kivu? C'est pourquoi nous disons qu'il faut ajouter le volet humanitaire. Le Congo qui a été victime d'une guerre qui n'est pas la sienne, une guerre d'abord favorisée par l'affaiblissement de l'autorité de l'État, par la déliquescence de l'État, par l'irresponsabilité des dirigeants congolais, mais aussi par les multinationales qui veulent contrôler les matières à l'Est. Et nous disons, cette guerre-là, si le plan humanitaire, il nous faut un véritable plan Marshall où la communauté internationale doit s'impliquer. Ce n'est pas normal, c'est une tragédie humaine. On doit nous dire, il faut combien de morts au Congo, il faut combien de femmes violées, il faut combien de jeunes sans étudier pour que la communauté internationale comprenne que le Congo c'est pire que le Darfour, comprenne que le Congo c'est pire que l'Afghanistan. Ça ne semble pas mobiliser la communauté internationale. Nous disons il faut le volet de la coopération régionale. Vous savez, le Congo tel qu'il est là, c'est lui le grand frère. Mais quand nous entendons le président de la République démocratique du Congo parler, c'est comme si le Congo était le petit frère de tout le monde en Afrique. On pleure parce que le Rwanda est à côté, mais ça c'est une honte pour les grands Congolais. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, je suis contre ce Congo qui pleurniche chaque jour, qui voit ses malheurs toujours chez les voisins, avant de se regarder dans le miroir. Qu'avons-nous fait de notre armée? Qu'avons-nous fait de la justice au Congo, de la police, de l'administration, de la diplomatie? L'État est mort, nous l'avons tué. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut ajouter les volets de la refondation de l'État avec l'armée en tête. Tant que nous n'aurons pas une armée républicaine, nous serons l'objet des moqueries et des convoitises. Les gens vont entrer. Le président Museveni l'avait dit aux États-Unis. Il dit, c'est comme la prière de notre Père. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il dit, le Congo nous soumet à la tentation. Voilà un pays très riche, avec de l'or, avec du coltan, avec des diamants, mais sans sentinelle, dont la porte elle est ouverte, pouvez entrer et sortir comme vous voulez. Mais, mes chers amis, il nous appartient à vous et nous de nous unir pour laver cet affront. Nous disons il faut le volet de la coopération régionale. Le Congo avec 9 voisins. Tant que vous n'aurez pas pensé, et nous n'aurons pas pensé, à une politique de coopération régionale qui puisse permettre au Congo de jouer le rôle de leader en Afrique centrale et en Afrique des Grands Lacs,
nous serons la risée de tout le monde. Nous sommes le problème pour l'Afrique et pour le monde. Nous sommes un éléphant couché. Il faut que nous nous relevions et que nous marchions. Nous disons, nous avons ajouté le volet du développement. Tous les jeunes gens qu'on démobilise de l'armée. Mais tant que ces jeunes ont caché les Kalachnikov, ils ne sont pas sûrs du lendemain. On les prend en charge pendant 3 mois en dollars, chacun $50 par mois. Mais les jours où on coupe cette bourse-là, mais ces jeunes, ils vont déterrer les armes qu'ils ont cachées et ils deviennent des coupeurs de route, ils deviennent des violeurs, ils deviennent des pillards. Et nous disons, on peut prendre ça après. Nous avons l'habitude de parler sans boire pendant longtemps. Sinon, ça va nous distraire pendant le temps. Merci, maman. Nous disons, ces jeunes-là, tant qu'on ne les a pas indiqué une autre voie alternative, ces jeunes vont être un danger pour nous tous. C'est pourquoi nous avons dit au niveau de l'Union pour la nation congolaise, ces jeunes-là, nous devons créer des brigades. On prend d'abord tous nos militaires, on les met dans les casernes. Et on fixe les critériums. On dit, messieurs, les soldats de première classe, voici son profil. Deuxième classe, sergent, adjudant, lieutenant, colonel, ainsi de suite. Pas une armée où on commence son boulot au grade général. Pas une armée avec pyramide renversée. Il y a plus de généraux que de colonels, plus de colonels que de majors, plus de majors que de capitaines, plus de capitaines que de lieutenants, plus de lieutenants que des adjudants, ainsi de suite. Non, c'est pas normal. Ça, c'est une armée de bourgeois qui n'ira jamais en guerre et qui ne gagnera aucune guerre. On ne peut pas engager notre armée sur le front militaire après l'avoir torpillé de l'intérieur avec le mixage, le brassage, l'intégration. Une même armée. On parle de mixage des hommes, on parle de brassage des troupes et on parle d'intégration des unités. Mais la même armée. Mais quel est l'esprit de corps? Il y a quelques brigades formées par les Belges, d'autres formées je ne sais pas par qui, et puis finalement les gens se retrouvent au front avec les ex-RCD, les ex-CNDP, les éléments incontrôlés, on ne sait pas ils viennent de quel pays. Mais vous avez infiltré l'armée, mais cette armée ne gagnera jamais la guerre. Puisque quand moi je suis là en ligne avancée, ce n'est pas celui qui est devant moi qui tire, c'est moi malheureusement, c'est celui qui est derrière. Moi je croyais que c'était un compagnon de troupe, alors que c'est quelqu'un qui a déjà infiltré les rangs de l'armée avec la complicité de notre propre gouvernement. C'est très grave. Alors nous disons, on doit arrêter cette bêtise d'envoyer des gens à la guerre quand on sait que préalablement on a tué l'armée. Quelle armée vous envoie à la guerre quand vous allez jeter un coup d'œil au camp Kokolo et vous voyez des huttes en paille qu'on a construites dans le camp Kokolo? Camp Lufungula, tous les camps, ça je parle de la ville de Kinshasa, donc à l'intérieur du pays ça va être pire. Quel militaire vous envoyez au front? Quelqu'un qui touche difficilement 40 000 francs congolais, c'est-à-dire $40, difficilement. Quel militaire vous envoyez au front dont la femme n'est pas soignée, l'enfant n'est pas scolarisé, n'est pas soigné? Quel militaire vous envoyez au front qui n'a pas la ration militaire au front, c'est-à-dire sa nourriture est constamment détournée? Même les plus braves de nos militaires ne pourront pas tenir. Et donc nous avons dit, au début de cette guerre, quand notre armée a enregistré quelques victoires, c'est le moment de chercher la voie politique et diplomatique rapidement. Parce que nous savons très bien que l'armée est infiltrée. Les vrais militaires, à l'arrivée de Kabila Père, on les avait envoyés à Kitona, soi-disant pour aller suivre une formation idéologique et patriotique. Et on les a envoyés dans un véritable mouroir, les gens qui étaient formés à Saint-Cyr, à l'école militaire, à l'école de gendarmerie de Matete, au camp, disons, à l'EFO, à Cotakoli, donc des grands militaires des forces navales de Kalemi. Ces gens-là qui avaient coûté très cher à la République, et on les a considérés comme des ennemis, il fallait les envoyer à Kitona. C'est inacceptable. Et donc on a tué l'armée nous-mêmes, et vous voulez l'envoyer au front faire quoi? Pour aller faire tuer des gens inutilement. Alors nous disons, pour nous, est-ce que le sort du Congo c'est une fatalité? Nous disons non. Le Congo peut s'en sortir. Deux conditions. L'émergence des leaderships responsables à la tête du Congo et que ces leaderships prennent comme priorité de priorité la refondation de l'État. L'État avec tous ses attributs régaliens, c'est-à-dire l'armée républicaine, la police professionnelle, la justice équitable, l'administration publique efficace pour tout le monde et une diplomatie de développement où vous tous, moi-même, quand nous allons à l'étranger, nous parlons avec fierté du Congo que nous connaissons et que nous vendons
Pas comme on le vend aujourd'hui aux enchères très faibles, mais le Congo dans le cadre de la perspective de la mondialisation où nous devenons des acteurs de la mondialisation incontournable. Ce Congo-là, je voudrais vous dire brièvement un mot. En ce qui nous concerne, nous disons, l'océan Atlantique, au fait, c'est le résultat de la séparation des plaques tectoniques. L'Amérique était reliée à l'Afrique, et quand vous supprimez l'océan, vous verrez que le Brésil va toucher au Congo. Et nous disons, pour nous, toute proportion gardée, le Congo, c'est le Brésil d'Afrique. Le Brésil, pendant 500 ans, a pataugé parce qu'il y avait une poignée d'individus à la tête du Brésil qui s'est partagé toutes les richesses du pays au détriment du grand nombre de Brésiliens. Et en cela, aidé par une mafia internationale, mais le président Lula a pu démontrer aux Brésiliens qui avaient pillé leurs propres richesses et à la communauté internationale que c'est un Brésil debout qui marche, qui sera utile, et aux riches Brésiliens, aux pauvres qui vont devenir de moins en moins pauvres, c'est-à-dire quitter la zone de pauvreté pour entrer dans les zones où le revenu mensuel est acceptable par mois. Et nous disons que ce Brésil-là, c'est le Brésil qui devient partenaire dans le cadre de la mondialisation et de l'Amérique et de l'Europe. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas fiers d'apprendre que le Brésil a été prêté l'argent au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale dans le cadre de la crise financière internationale? Est-ce que vous n'êtes pas fiers d'apprendre aujourd'hui que les Portugais quittent le Portugal pour se disputer les postes au Brésil et à Angola? Voilà les Congos que moi je voudrais. Je voudrais qu'un jour, nous puissions prêter l'argent à la Belgique. Je voudrais qu'un jour, pour avoir le visa du Congo, les gens transpirent et comprennent qu'ils vont dans un pays sérieux, où ils vont faire des choses sérieuses. Et nous voulons que quand on regarde les Congolais ici en Europe, qu'on les respecte, qu'on dise, messieurs, vous avez un pays respectable. Pour moi, le Congo peut jouer un grand rôle avec un minimum de volonté et d'amour de la patrie de la part de nos dirigeants. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est le premier problème auquel le monde fait face. Mais le deuxième poumon de l'humanité, c'est le Congo. Le Brésil, avec ses 800 millions d'hectares de forêt, mais le Congo a 280 millions d'hectares de forêt. Qu'est-ce que nous faisons de cette forêt? Nous étions absents à Copenhague. Notre président n'était pas parti à Copenhague, il a envoyé le ministre de l'Environnement. Conséquence, c'est Lula du Brésil, Obama, Angela Merkel, Sarkozy, les autres qui étaient à la tribune. Et l'Afrique, s'il vous plaît, était représentée par le fait, et j'ai sali sa mémoire, puis cet homme a fait du bon travail en Éthiopie, mais les Zenawi. Je n'ai rien contre l'Éthiopie, mais l'Éthiopie ne peut pas représenter les grands bassins du Congo dans le cadre d'une lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième problème du monde aujourd'hui, c'est la faim dans le monde. Le monde compte aujourd'hui 1 milliard de malnutris. Mais aujourd'hui, la solution, c'est quoi? Il faut cultiver la terre. Mais pour cultiver la terre, il faut que la terre soit disponible. Mais ici, chez vous, chez nous, ici où nous sommes en France, en Belgique, en Europe, il n'y a plus de terre. On recourt aux produits chimiques pour augmenter le rendement de la terre. En Asie, il n'y en a plus avec la montée de la Chine et de l'Inde. La grande réserve, c'est en Afrique et en Amérique latine. Mais en Afrique, c'est quoi? C'est le Congo. 120 millions d'hectares de terres arables. 80 millions de terres accessibles et 40 millions de terres irrigables. Et nous disons les 80 millions exploités comme en France, comme en Chine, nous pouvons nourrir des milliards d'individus. Nous sommes seulement 70 millions. Donc le Congo peut résorber 2 fois la crise alimentaire mondiale. Pour ceux qui doutent, allez à la FAO, allez à l'Institut d'études agronomiques ici de France, on va vous donner ces chiffres. Je ne suis pas en train d'inventer. Le troisième problème auquel l'humanité fait face et qui va s'aggraver à l'horizon 2050, c'est le problème de l'eau. Si nous avons été agressés hier et aujourd'hui à cause des minéraux, demain, si nous ne faisons pas de politique rationnelle par rapport à l'eau, nous serons agressés à cause de l'eau. Les phénomènes Mbororo en province orientale, la transhumance avec les gens qui viennent du Sahel pour faire paître leurs vaches en province orientale, c'est un signe annonciateur de quelque chose de très grave. C'est pourquoi nous disons, le Congo qui a 53% de toutes les réserves des eaux d'Afrique. Le fleuve Congo, peut-être vous ne le savez pas, c'est 4776 km². Nous partons du site du Katanga, on passe au Maniema, au Kivu,
province orientale, Équateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo. Et ce fleuve, il s'ennuie. Donc il quitte les Katamènes, il n'y a personne qui les capte. Il passe par les Kivu, personne ne les capte. Il passe par la province orientale, personne. Il passe à l'Équateur, personne. Tous les villages n'ont pas d'eau. Il passe au Bandundu, c'est la sécheresse dans les villages, mais on voit de l'eau passer. Il passe à Kinshasa, n'en parlons pas, il n'y a pas d'eau à Kinshasa. Bas-Congo, et il va se jeter tranquillement en s'ennuyant dans l'océan pour se transformer en eau salée. Quel gâchis pour la nature! Combien de temps la communauté internationale, les puissances vont nous laisser faire? Au même moment, il y a le lac Tchad qui s'est asséché. Alors que le lac Tchad se trouve à moins de 1000 km de l'embouchure du fleuve Congo. Qu'est-ce que le Congo perdrait en allant avec un dossier bien ficelé comme nous l'avons et préposé aux amis du Tchad? Voilà, nous vous donnons cette eau que nous gaspillons dans l'océan, puisqu'on ne peut rien. Moi, je suis contre qu'on prenne au niveau de l'Ubangi. Il faut prendre au niveau de l'embouchure. Et on remonte avec cette eau jusqu'au Tchad. Ça va réalimenter le lac Tchad, ces 4 pays qui sont servis. Le Niger sera servi, la Libye et les autres pays qui connaissent la sécheresse seront servis. Est-ce que le Congo ne va pas devenir leader à cause de son nom? Mais en contrepartie, on va demander, ils ont des recettes de pétrole, ils vont nous donner quelque chose. Ce n'est pas une vision pour le Congo, ça. Nous disons le 4e problème que nous avons au Congo. Je n'ai pas voulu vous parler de toutes les rivières, vous les connaissez très bien. Puisque là, c'est le fleuve seulement. Mais dans chaque province, mentalement, vous pouvez citer les lacs. Vous pouvez citer le lac Mouero, vous pouvez citer la rivière, vous pouvez, puis le fleuve au niveau de la Loma. Mais vous pouvez arriver à Kindu, la même chose. Quand vous arrivez au Kivu, n'en parlons pas, vous avez Albert, Tanganyika, ça se suit jusqu'à la Kivu. Vous avez la rivière Ruzizi. Quand vous allez dans la province orientale, vous avez la Chopo déjà en pleine ville de Kisangani. Je ne vais pas vous allumer. Vous arrivez à l'Équateur, il y a la Chouapa qui vous accueille, il y a la Mongala, il y a l'Ubangi. Et vous descendez à Kinshasa même, et nous avons même des petites rivières dans la ville de Kinshasa, Ndjili, Kalamu, ainsi de suite. Mais quel pays magnifique, merveilleux! Mais quand nous allons dans les Kassai, vous avez les Lubilanchi, vous avez, quand vous allez ici, vous avez la Chine de Katende, vous remontez, non, c'est pas possible, ça c'est un pays béni par Dieu. Quand on dit don de Dieu, c'est vrai.